Iye neye kuwala jangoluma Mane malu fakoli kurumale kanyeza Alumalo jaranga ya dumandi Jama saramamba Alumalo jaranga ya duma Jama saramamba Alumalo jaranga ya dumandi Jama saramamba Kalumalo jaranga ya duma no Nedo wara jarangolufe Tolo ye jarangolufe Mwara jarangolufe Yele ningbe ye jarangolufe Jaragansini baralema Jarangolu Parce que min fana nene jana kete nene ma inje Kira na janga ya itala la janga ya lo kumi mjanga ya tala ola bokela la. On est dans la petite salle. Alors jango kunna ula jango luita. Jango valeur la bo. Alors le bal valeur la bola. Car mo ba ga ina jeroke même ba la soirée ga ina jeroke. Ola tu janga ya kete janga ya. Il va t'aider, t'inquiète. Mais doit la mal sur la si janga kete ya. Parce que ne mimbe kada matingato. Ni aja sewata badinya le benda. Donc badinya man ben fusinte kele. Lu ba la fe mu ben badialeti. Lutigo le fe sariyan tanya horomuso le fe malibaria dinke le fe hakilin tanya atolo hakilo wala maden kala hakilo la bokena la kala janga ya la fasa alkanal tuko amina karamo ba ga duwa inne ke ja angoliye ko mo wa badinya la fasa yari fa badinya gole ya ta ala taala ni badinya agole ta ala taala ma futo gole ya ta ma futo bota badinya le kono la o futo horomo na barakola ala malla ko taala nya ala janga ya makena ya alkana la konu memba la soirée ga janga ya makena ya ala ko manata hambi ayo ala ko be fola nte maje mbaba maje mbemba maje bari nga memba la soirée lombi ikita baba minje sikiri ndafe munna ala baro le seniata janga ya la ita baba ko kalbe janga ya itala ala malla ko itala apu jaga sumunki de manye muktar dambate ko ana tara alla koto parce que janga ko foto ja wojani fenu manje masotono ba kunte jombula be ke ba dito ko se boko be le to ko be fana to kulumeto janga dingwa su ta ja wojani dango le imaje mo ba bonso le malti ala la kanna bo kala janga ya makena ya inshallah karamo ba makena ta albe makena ya lele jaga subunki de manye wala munna kuma tibi natale khana al kulmaje ana dia do al fanto yo parce que moi minti mo wala be wa salam Bonjour, je me présente Diarou Madrone, je suis co-responsable de Kenya Events. Donc il faut savoir que Kenya Events c'est une équipe, c'est une team qui gère tout type d'événements. Donc on gère les salons, les mariages, les masterclass comme aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour Jackspora, pour donner votre accueil, répondre à toutes vos questions, vous placer pour que vous passiez une bonne soirée. Voilà, c'était Kenya Events. Voilà, salut, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Comme vous voyez, c'est DJ Ibu, donc on est en place pour l'événement Jackspora et j'espère qu'on sera à la hauteur avec notre grande ou petite sœur Asita. Salam alaikum, on est réunis aujourd'hui pour la grande masterclass de la fédération Jackspora. Jackspora, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération d'associations Garanké, plusieurs associations qui se sont réunies avec plusieurs buts, notamment la préservation du patrimoine culturel Garanké. Aujourd'hui, en France et en Occident, la culture se perd, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes aussi au niveau de l'éducation et du savoir. Et Jackspora est venu répondre à ces problématiques-là en créant cette fédération d'associations justement pour œuvrer pour le développement économique, social et culturel de notre communauté. La grande masterclass est notre premier grand événement et nous espérons que toutes les personnes qui participeront à cet événement se nourriront de cette expérience-là et trouveront toutes les réponses à leurs questions, notamment la question principale, qu'est-ce que le Garangaya ? Donc l'événement, qu'est-ce que le Garangaya ? Comme l'a dit Bemba, c'est un événement qui est là pour répondre en grande partie aux questions de la Jackspora. La Jackspora, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les Garanké
qui sont nés en France et qui se posent des questions, d'où ils viennent, pourquoi nos parents font ci, des questions sur la culture, sur les traditions, etc. Et en grande partie, l'événement va répondre à cette question-là. Et pour le programme un peu plus précis, nous allons commencer avec une première partie networking où nous avons invité un invité spécial qui va venir nous parler de son entreprise, de son expérience d'entrepreneur à la tête de plusieurs salariés en tant que Djaranké. Ensuite, nous enchaînerons avec la deuxième partie qui sera un débat, le débat de la jeunesse Djaranké. Nous allons traiter plusieurs questions de société et ils répondront sous forme de débat. Et ensuite, nous terminerons avec la masterclass où des experts du Djarangaya et de la religion répondront à des questions précises posées par les participants. C'est promis, aucun tabou, toutes les questions seront posées. Voilà. J'ai essayé de développer une mentalité, mais dès le départ. Moi, le bac, j'arrive au bac ES, je viens pour les résultats, j'ai 8 sur 20. C'est-à-dire j'arrive au rattrapage avec la totalité des points à rattraper. Donc j'arrive là, j'étais désespéré limite. Et donc je passe le rattrapage et là j'arrive à prendre la totalité des points et j'ai mon bac à l'arracher. Et le DUT pareil. Donc pendant le DUT, ce que je faisais en fait en même temps, c'est que je travaillais, je jouais au foot. Donc pour faire les devoirs et poursuivre le rythme, c'était très intense. D'accord? On avait droit à 5 retards ou absences par semestre. C'est-à-dire sur la moitié de l'année, si vous êtes en retard plus de 5 points, le semestre n'est pas validé. C'est-à-dire qu'il mettait un niveau de pression énorme. Un degré d'exigence assez élevé, ouais. C'est ça. Et donc déjà là, ça commençait vraiment à devenir pro. C'est ce que je voulais. Et puis voilà. Donc on peut dire ce que tu as retiré principalement, en tout cas, au cours de ton parcours scolaire, c'est déjà cette rigueur que le DUT a pu t'inculquer sur le fait d'être carré au niveau des horaires, au niveau de la discipline. Ouais, c'est ça. Sur le DUT, franchement, là, dès le DUT, il commence vraiment à vous mettre dans un monde pro, dans le monde professionnel. Chaque semaine, on a des présentations, comme on est là, avec un PowerPoint, on doit présenter quelque chose en marketing chaque fois. Il nous force à venir en costard, il nous force à présenter un projet et à aller au bout. À la fin de l'année, on a une grosse partie, une matière avec un gros coefficient. On doit faire un projet de A à Z. On monte une société, on fait une étude de marché, tout pour ouvrir la société. Et après, ils nous notent sur ça. Donc vraiment le DUT, quand je suis arrivé à la fin du DUT, j'ai compris que j'étais arrivé là où je voulais arriver par rapport au niveau scolaire. Et donc tu as choisi ce DUT parce que tu savais que tu allais penser plus tard dans l'entrepreneuriat. En fait, ce DUT, je le voulais absolument. Comme je te disais encore, je parlais de Nana tout à l'heure. Dès la fin de l'année, j'ai postulé pour le DUT. À l'époque, c'était pas AVP, mais c'était un autre truc. Donc j'ai postulé pour le DUT et on m'a mis sur liste d'attente. Loin. D'accord? Donc on m'a mis sur liste d'attente. Quand on me met sur liste d'attente, ce que je fais, je suis inscrit à la fac à côté, mais ça ne me parle pas. Je trouve que c'est ce qui se rapprochait le plus du monde de l'entrepreneuriat. Donc une fois que j'ai eu mon bac, je leur ai écrit, je les ai appelés, je les ai harcelés, jusqu'à ce que vous puissiez m'accepter, mais à l'arrache. Et voilà, après, comment j'ai eu des difficultés pour rentrer, c'est ce qui m'a donné le courage pour rester et pour aller au bout. Donc, passons à ton expérience en tant que salarié. Ouais, donc en tant que salarié, à la suite du DUT, une fois que j'ai vu que c'était pas trop ce que je voulais, j'ai eu un job d'été. J'ai commencé tout simplement chez Bouygues Télécom. J'ai eu un petit job en tant que vendeur chez Bouygues Télécom. Donc c'est les vendeurs en boutique comme vous les voyez dans le centre commercial. Je l'ai fait pendant 2 mois, ça s'est bien passé. Bon, on va conserver. Donc d'abord je suis parti loin dans le 91 et en gros j'ai signé un CDI chez Bouygues. J'ai signé un CDI chez Bouygues et donc là il y avait des perspectives d'évolution, tout. Mais bon, après au bout d'1 an et demi, ça me parlait pas trop.
Il y a toujours, il y a un manager à qui il faut rendre des comptes, il faut arriver à une certaine heure, et voilà, il était limité. On était plafonné, c'est-à-dire qu'on avait un salaire fixe et un salaire variable. Donc moi, ce que je faisais, pour qu'on puisse avoir un salaire variable, je ne sais pas, quand vous allez chez Bouygues Télécom, à chaque fois, on vous demande est-ce que vous voulez l'assurance, est-ce que vous voulez cette coque. On devait vendre à peu près 40 € d'accessoires, une assurance, pour qu'on puisse avoir le plafond du salaire. Donc moi, j'avais toujours le plafond. C'est-à-dire que si tu viens, je vais te vendre tout ce qu'il faut. Je vais te vendre même la prise CPL qu'il te faut et je vais te faire comprendre qu'il faut que tu l'aies. Parce que je voulais mon argent à la fin du mois. Et après, voilà, dans tout ça, il y a un plafond. Donc il y a un plafond, tu ne peux pas aller plus haut. Et après, là, c'est là qu'on... Je pense qu'on a tous connu ça chez les Jacks. Tu as un salaire, j'avais quoi, 1500 € de salaire. Moi, j'ai 1500 € de salaire. À la base, je donne 600 € à mon père. Je vous dis, je vous parle des chiffres pour que ça vous parle, parce que je pense qu'on est tous dans des situations à peu près similaires. Non, mais c'est pas grave, je le dis. Et bon, après, je ne vais pas trop parler de chiffres. Mais donc, en gros, je donne 600. Mais quand je dis je donne 600, c'est 600 pour contribuer aux charges. Parce qu'en fait, il m'a élevé dans un système où il faut me mettre dans la difficulté. Parce que sinon, ici, tu peux vite te contenter d'un salaire et ça y est. Et il a vu que je rentrais dans une routine. J'arrivais à donner les 600, je me débrouillais avec le reste. Et il m'a piqué, il a dit, maintenant tu vas donner 1000 €. Il a dit non. Et là, en fait, il m'a poussé pour essayer d'aller un peu plus loin. Et après, voilà, avec la pression, avec tout, je me suis dit, il faut que j'aille chercher un petit peu plus loin. Et là, j'ai résilié chez Bouygues. C'est comme ça que j'ai quitté un petit peu là-bas. Et je suis allé vers l'entrepreneuriat. Voilà, donc sur le cursus scolaire, c'est à peu près ça. On va passer à la partie entrepreneuriat maintenant. On va passer sur le micro. Alors, je pense que celui-là, il marche pas. Ah, il marche pas? Si, il marche. Il marche? Ah, là, c'est bon. Allô? C'est bon. Alors Mahmoud, on va enchaîner sur ton expérience d'entrepreneur. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de ta vision de l'entrepreneuriat? Comment tu vis l'entrepreneuriat au quotidien? Au début ou aujourd'hui? Au début et aujourd'hui. Okay. Et demain, pourquoi pas? Au début c'est le rêve américain. Tu vas monter une société, tu as la vision qu'il faut, il suffit juste de faire ça et c'est bon. Voilà, il y avait un idéal, je me disais juste, voilà, tu mets, comme je pense toute personne qui va commencer un business ou qui va commencer quoi que ce soit, je me dis, je vais payer tant, et je vais mettre ça en place, comme ça je vais gagner tant, à la fin j'aurai ça. Donc dans la théorie, c'était ça. Mais après, dans la réalité, c'était différent. Dans la réalité, c'était différent, parce que voilà, déjà je me rends compte que c'est difficile à monter une société. C'est pas comme ça, il faut un comptable, qui vous parle de... Vous savez pas exactement sous quel régime il faut monter la société. Tu sais pas si... En fait, on est un peu parano surtout. Tu sais pas s'il faut le faire comme ça ou comme ça. Si je le fais comme ça, comment ça se passe? Il faut que je mette temps, comment je... Donc j'avais toutes ces idées en tête. Ça tournait. Et donc là, je me suis lancé sur mon premier projet. Je ne sais pas si c'est la question d'après, mais j'enchaîne. Je me suis lancé sur le premier projet. C'est GFI Bâtiment. Donc GFI, c'est un petit truc je sais pas, c'est un petit truc que j'avais, où c'est Girassi Family Industrie. Donc je l'ai gardé, je pensais un petit peu à un truc familial, un truc personnel. Donc, et toujours dans cette idée que ouais, demain si ça marche, je vais le développer, je vais faire autre chose, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc j'ai un oncle qui est très très bon dans tout ce qui est peinture, rénovation intérieure. Et donc il travaillait pour les gens. Et je me suis dit pourquoi pas le récupérer, faire une société et faire quelque chose de costaud. D'accord, j'avais pas d'expérience dans le bâtiment, j'avais pas d'expérience dans la peinture, mais je l'ai vu faire, je savais qu'il y avait de la qualité. Et donc là, j'ai monté le truc, on a monté la société, et je l'ai pris, on a essayé de faire les choses carrées. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le premier projet. D'accord, et justement tu parles du développement de la société, de la création et son développement.
Alors, tu t'es lancé à l'aveugle au départ. Tu t'es dit, de toute façon, voilà, j'ai vu dans les livres comment ça fonctionnait, je vais me lancer. Le comptable, ça coûte trop cher. L'avocat, parce que tu parlais de statut juridique, ça coûte trop cher. Moi, je vais y aller à l'audace. Voilà. Comment tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, moi, je suis allé à l'audace. Je suis allé à l'audace. Comme je vous disais depuis tout à l'heure, je voulais entreprendre depuis le début. Donc, je me suis dit, ça, je vais le faire. Dans tous les cas, ça va marcher. Donc, du coup, j'ai pris mon oncle, on a monté la société, on a fait quelque chose de carré. Dès le départ, on tombe sur un gros chantier. On prend 4 salariés qu'on déclare. En plus, j'ai envie de tout faire carré. Donc, je fais tout. On prend 4 salariés. Je vais au chantier. Je ne connais pas les prix. Quand il faut faire les prix, mon oncle il réfléchit. Il dit, ah, c'est ça le prix. Ok, vas-y. Ok, on fait ça. On signe le devis. Je vois des gros chiffres. Je me dis, ah, c'est bien. Donc là, je me dis que c'est bon, je suis dedans. Et là, en fait, là, on prend une grosse gifle. Grosse gifle, c'est-à-dire que à partir du moment où tu ne connais pas les prix, ce qui se passait, en fait, c'est que il y a un gars qui avait beaucoup plus d'expérience. Il a une société de métrage. C'est-à-dire, il mesure un petit peu tout. Et il nous sous-traitait. Donc, sous-traiter, en fait, c'est quand tu prends une société qui fait le boulot et après, toi, tu la payes. Donc, il nous sous-traitait. Et au fait, c'est lui qui prenait la plus grosse part et nous donnait des miettes. Mais nous, les chiffres, on pensait que ça va. Et moi, dès que tu me parles des chiffres dans le bâtiment, je demande à mon oncle, lui aussi, il entend les chiffres, il dit, ouais, c'est bon. Ça va. Donc, au début, ce qui se passe, on nous donne 30%, on est dans les chiffres, tout va bien, on prend 4 salariés. Bon, j'entends vite fait qu'il faut payer de l'URSSAF, je me dis, c'est pas grave, on va payer. Et là, après, les problèmes, ils arrivent. Parce que ça n'arrive pas tout de suite, hein. Ça arrive petit à petit. Donc, là, du coup, on commence à faire le chantier. Bon, quand on nous donne les premiers 30%, ça va. Et justement, tu vois, ils voient qu'on travaille bien, mais ils nous donnent d'autres chantiers. Et les chantiers sont énormes, mais bon, moi, j'arrive pas à bien voir, je connais pas. Je le suis, et il me dit, ça va, c'est bon, ok, vas-y. Donc, on y va, on continue. On continue. Et là, en fait, le problème, il se trouve où? C'est que nos dépenses, elles deviennent plus importantes que nos recettes. D'accord? Et on essaye d'avancer vite, on le fait. Et là, je commence à voir les problèmes venir. Après, du coup, on prend 4 salariés. Quand je vous disais on prend 4 salariés, pour moi, c'est pas. Tu prends 4 salariés, tu vas payer le double des charges. Donc, tu vas le payer lui. Ce qui te reste, tu penses que c'est pour toi, non? Tu payes l'État aussi par rapport à ce salarié. Et donc là, ça commence à se réduire, ça va dans le plus-moins, et ça commence à être chaud. Après, il y a les fournisseurs qui commencent à nous appeler, tout. Et là, les problèmes ils commencent à arriver. Et du coup, GFI Bâtiment, j'ai tenu à le mettre là. C'est une société qui est fermée. C'est une société qui est fermée. C'est-à-dire qu'on avait un gros potentiel, mais on n'avait pas l'expérience. On n'avait pas l'expérience. Et c'est un mal pour un bien. Parce que j'ai commencé sur un échec. Sur un échec, on avait bien commencé, mais en fait, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas comme ça. Et moi, le premier, hein, pourtant, j'ai essayé de faire tout carré, mais voilà, c'est le premier échec qui m'a motivé, qui m'a permis de savoir un petit peu comment j'allais faire sur la suite. D'accord, ça me permet de te poser une question justement par rapport à ton échec. Ouais. On sait que dans la culture anglo-saxonne, les échecs dans l'entrepreneuriat sont plutôt un bon marqueur. Dans la société française, c'est plutôt très mal vu, parce qu'on n'a pas le droit d'échouer en France. Dans la culture Jax, comment est-ce que c'est perçu d'avoir échoué? Bon, dans la culture Jax, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas trop exposé. Je l'ai fait, mais bon, quand on parle, en fait, les Jax, ils sont... Moi, la vision que j'ai, hein, dès que tu parles d'entreprendre, en fait, la plupart, ils sont marqués parce que le frère de lui, il lui a fait ça, et ça, et ça, donc fais attention à lui. Ils sont plus dans le fais attention à lui que fais attention à quoi que ce soit. C'est ce que j'ai ressenti. Et sinon, après, voilà, j'ai pas trop exposé. Moi, je l'ai gardé un petit peu. C'est une société. Ici, en France, une société, si tu as des problèmes, c'est une société. Mais quand même, ton nom, il reste. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, on a le droit à l'échec, mais on n'a pas trop le droit à l'échec. Parce que dès qu'il y a un échec, c'est comme si tu avais un chasuble, on dit attention.
et à gérer une société, ça s'est pas très bien passé. Et puis voilà, par rapport à l'échec un petit peu. Et par rapport au fait de se lancer dans une activité commerciale, à ton avis, qu'est-ce que tu penses des personnes qui, enfin, pas ce que tu penses, mais est-ce que c'est mieux de tout déclarer et d'être carré lorsqu'on essaie de se lancer dans un business, ou de rester au black? Alors, comme on peut dire. Pour moi, après en étant sincère, justement, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses parce qu'on est dans un pays où on est énormément taxé. On est énormément taxé. D'accord? C'est-à-dire que ce qui se passe, après je vais le développer un petit peu dans le reste, mais c'est qu'après GFI Bâtiment, moi je cherche à rebondir. Je raconte la suite, mais dans l'histoire en fait tu verras. Mais après GFI Bâtiment, moi je cherche à rebondir. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais je me dis il faut que je fasse quelque chose. Donc je cherche, je me cherche. Je ne sais pas exactement dans quoi, je me cherche. Et donc de là, ce qui se passe, je me rappelle au fait que quand j'avais 15-16 ans, je travaillais avec quelqu'un qui faisait de la livraison. De la livraison d'électroménager. Moi, il me prenait un petit gars, il me passait 25 € la journée, et on prenait les frigos, les machines à laver, on les montait sur des étages. Et voilà, je fais un petit calcul, donc je crois qu'il était payé 30 € par livraison, il en faisait 7-8, il me donnait 25 €, j'ai fait le calcul, je me suis dit, ça va, lui, il doit se faire un petit peu de sous. Donc, comment j'ai réfléchi? Je me suis rappelé là où ils étaient tous ses fournisseurs. Donc, je suis parti voir ses fournisseurs, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à prendre un camion, tout, faire de la livraison, je bossais avec d'autres à l'époque, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disaient, ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez les magasins de frigo qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus trop avec Internet. Mais c'était des magasins où dehors, il y avait des frigos exposés, des machines à laver et tout. Et donc, je vais les voir. Je vais en voir un, je vais en voir deux. Ils me disent, c'est bon, franchement, il n'y a pas de problème, on cherche. Moi, je me dis, c'est bien. Je me dis, c'est dans ça, je vais me lancer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche sur le bon coin, je cherche un bon camion. J'en trouve un à Lyon, je prends le train, je vais le chercher. J'achète le camion, je reviens. D'accord? Donc une fois que j'achète le camion, maintenant je vais les voir. Je vais voir ces mêmes fournisseurs et je leur dis, bah ça y est, j'ai acheté le camion. Comment on fait? Ah, mais j'ai fini d'acheter le camion, maintenant ils me disent, mais c'est pas pareil qu'avant. Ils me disent, avant il y avait 7-8 livraisons, mais maintenant avec Internet c'est plus pareil, on a une livraison par jour. Ah! Donc moi j'ai acheté mon camion, et vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a pas de boulot. Donc là je me retrouve dans un autre problème. J'ai acheté ce camion, maintenant c'est pas moi je suis en train de chercher dans quel domaine je vais me mettre, mais ce camion là il faut qu'il me ramène de l'argent. Donc c'est là que je me retrouve dans cette situation là. Donc de là je cherche sur internet, qu'est-ce que je peux faire? Je regarde un petit peu, entre temps je prête mon camion à un oncle qui me le cabosse. Donc, mais l'idée est déjà partie, c'est-à-dire que je sais, il faut que je fasse quelque chose dans le transport. Donc, du coup, je fais quoi? Je vois qu'il y a une formation de capacité de transport. C'est-à-dire, c'est une petite formation, transport logistique, pour tout ce qui est lié au camion de moins de 3,5 tonnes, le même camion que j'ai acheté. Donc, du coup, je vais faire cette formation. Je regarde un petit peu. Voilà, je crois qu'il coûtait 1000 et quelques euros. Je modifie mon CV, je vais à... Comment il s'appelle? Pour les moins de 25 ans là. Non, pas pour l'emploi. Mission locale. Je leur dis, écoutez, j'ai aucun diplôme, j'ai rien. J'ai cette formation, je suis prêt financièrement. Il me la finance. Donc du coup, il me la finance, je passe la formation. Et donc ça se passe bien, je regarde, en fait c'est un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Et du coup, pendant cette formation, il nous explique tout ce qui est lié au transport. Donc là, je partais plus les yeux fermés, c'est vraiment c'est une formation bien approfondie, on vous explique bien tous les détails, toutes les normes, tout ce qu'il faut respecter et tout ce à quoi il faut faire attention.
Donc de là, on fait cette formation. À la fin, on vous donne une capacité. Donc c'est la capacité de transport. C'est un peu comme les VTC. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire une activité de transport de moins de 3,5 tonnes avec les camions. Surtout là, ce qu'on peut dire, c'est que tu as su prendre la mesure de ton premier échec où justement tu n'avais aucune expérience dans le domaine du bâtiment. Et cette fois-ci, justement, tu as pris tes précautions en te renseignant et justement en n'hésitant pas à investir dans cette formation-là, je suppose, ouais, pour justement avoir une meilleure connaissance du secteur dans lequel tu allais te lancer. Non, c'est clair. C'est clair. Comme je le dis aujourd'hui, je pense que l'expérience, ça vaut plus que de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 50 000 € pour mener un projet. Si vous n'avez pas l'expérience qu'il faut dans le domaine, vous allez vous planter. Même si vous ne perdez pas tout, vous allez perdre une grosse partie. Mais quelqu'un qui a de l'expérience, donnez-lui 10 000 € s'il maîtrise son domaine, il va les transformer en 10 000 € plus 10 000 € plus 10 000 €. Ça, c'est véridique. Et c'est ce que j'ai vu. Donc du coup, je me suis mis... donc j'ai fait cette formation, et donc dans cette formation, j'ai rencontré du monde. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier associé. Donc j'ai rencontré un Sénégalais. Le feeling, il est bien passé. Et on a monté une société ensemble. On a monté une société de transport ensemble. Et ce qui s'est passé, en fait, lui, il avait déjà commencé. Il a commencé, parce qu'on a fini la formation, moi j'ai mis un petit peu en stand-by, parce que j'ai vu que c'était compliqué, c'était pas comme ça. Pour aller chercher les marchés, il fallait se lever tôt. Donc lui, il avait trouvé un petit marché, c'est-à-dire... parce qu'en fait, comment on rentre dedans? Disons par exemple, sur le dépôt d'Amazon, ils ont tous les livreurs qu'il faut. Maintenant, les colis qui restent, ils cherchent toujours des gens qui commencent, qui vont prendre leur camion, qui vont prendre le reste, et on va leur facturer d'une certaine manière. Et donc lui, il avait commencé ça, mais il était en difficulté financièrement. Donc il vient me voir et m'explique un petit peu le projet. Je lui dis, je suis chaud, j'ai d'autres activités, mais voilà, je suis prêt à m'investir. Et de là, on commence ensemble. On commence ensemble, on fait des dossiers, on fait des trucs carrés. On n'avait pas de compte en banque, donc on va voir les banques pour pouvoir ouvrir un banque, les deux plaques qui viennent comme ça, sans expérience, sans rien, on nous recale. Je crois qu'on fait 1, 2, 3, au moins jusqu'à 6 banques. Il y a peut-être la 6e qui nous accepte. Donc de là, on ouvre un compte et on commence tout doucement. Et là, c'est la galère. C'est-à-dire qu'on achète un deuxième camion, on va se tourner nous-mêmes. Des fois, on va le matin à 6 h. Ils nous disent qu'il n'y a rien, donc on revient. Donc au début, c'est casse-tête. C'est casse-tête. Et après, c'est le destin. Je crois un jour, il y a un livreur qui doit me livrer chez moi. Mais ce qu'il fait, quand il arrive en bas de chez moi, je crois que ça vous est tous arrivé, il nous dit, oui, j'ai pas pu vous livrer, il faut que vous alliez chercher votre camion, votre truc au dépôt, votre colis au dépôt. J'essaie de l'appeler, rien à voir. Donc j'ai dû me lever, je suis parti jusqu'à Chronopost, à Boulevard-Lay. Donc je monte aller chercher mon colis, je suis énervé. Et de là, je suis en train de discuter, mais je tombe sur une femme à l'accueil qui est assez tranquille. Et je ne sais pas comment dans la discussion, je lui ai balancé que j'avais une société de transport, et eux, ils étaient en galère. Et donc c'est là, ça nous a fait une petite ouverture. Donc là, on a vu le chef d'agence, il y a eu une petite porte s'ouvrir, et là, on a appuyé, il nous a dit, ouais, demain, est-ce que vous pouvez mettre 3 chauffeurs? Je lui ai dit, ok, je peux mettre 3 chauffeurs. Je n'ai pas les 3 camions, je n'ai pas les 3 chauffeurs. Je lui ai dit, demain, je mets 3 chauffeurs, il n'y a pas de problème. Donc là, il nous dit, ok. Et là, après, c'est parti, on va chez Europcar, on loue des camions, déjà, ils nous demandent des cautions, on prend nos cartes bleues, on fait tout. Mais on réussit à avoir les 3 camions. Après, je ne sais plus, je crois, on appelle des amis. Et on réussit à avoir 3 chauffeurs qu'on connaît à peine. J'ai fait un entretien de 2-3 minutes. Il n'y avait pas trop le choix, donc c'est comme ça qu'on les balance. J'arrive devant le chef d'agence, il nous parle de prix, donc moi je suis là, je suis sûr de mes chiffres, je sais comment ça se passe, j'ai étudié, je lui dis ouais, il nous paye au colis, mais ça va vite, je sais pas, il me dit ouais bon il y a tant de colis en général, 50, et il voit que je ne maîtrise pas assez, donc là il met un prix
En fait, il casse le prix. Et moi, j'accepte, j'ai envie de bosser. Donc là, et là, on commence. Et petit à petit, on se rend compte que ce qu'on est en train de bosser, ça rembourse même pas la location, ça colle la paye du chauffeur. Là, on est en train de bosser à perdre. Donc, c'est pas. On n'a pas trop le choix. Mais au moins, on est dedans. On est dedans, on est en train de bosser. Et en fait, il nous voit motivés. On est là chaque matin à 5h du matin. On essaye petit à petit, on commence à maîtriser. Après, on a le problème des locations. C'est-à-dire les locations, on les donne à des chauffeurs qui ne maîtrisent pas forcément. Donc ces chauffeurs-là, dès qu'ils touchent le camion, voilà, tu peux bosser sur la journée, peut-être tu vas gagner 200 €. Et il suffit qu'ils touchent le camion, et là, tu as perdu 300 € de caution. Donc on travaille comme ça. On travaille dans cette difficulté-là. Et jusqu'à ce qu'on réussisse à décrocher un secteur. Parce que nous, en fait, dans le transport, c'est sectorisé. C'est-à-dire que sur tout un dépôt d'Amazon, par exemple, ou de TNT ou de DHL, ils divisent par secteur. Il y a le 78, il y a le 92, il y a telle ville, telle ville, telle ville. Et en fonction de tes capacités, ils te donnent des secteurs avec 3, 4, 5 chauffeurs. Et toi, là, maintenant, tu dois gérer. Et c'est là, après, qu'on commence à avoir le premier secteur. Et on réussit à développer petit à petit. On développe petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à monter à 6-8 chauffeurs. On arrive à monter à 6-8 chauffeurs. Et voilà. Là aussi, il y a certains inconvénients. Après, c'est pas tout le monde qui va les connaître. Mais le fait d'être deux, ça peut être délicat. Ce qui est arrivé à un moment, déjà, il y a le problème de la confiance. Moi, je suis tombé sur quelqu'un sur qui je pouvais faire confiance au niveau des sous. Et après, au niveau du travail, vous n'allez pas travailler de la même manière. Il y en a un qui va faire plus, l'autre qui va faire moins. L'autre qui va avoir ses problèmes familiaux et qui va te raconter, mais l'argent qui est là. Donc si lui il prend, il faut que moi aussi je prenne, parce que sinon on va se retrouver dans d'autres problèmes. Et en fait, ça nous a mené dans des situations... Voilà, là où moi, par exemple, j'aurais fait plus de sacrifices pour que la société elle monte, ben lui, chaque mois, du premier mois jusqu'à la fin, il fallait qu'il prenne un salaire. Et c'est pas possible. 2 salaires quand on commence, c'est compliqué. Il faut faire beaucoup de sacrifices au départ pour qu'après on puisse être bien. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, j'ai envie de dire, de ce que j'ai fait dans le monde de la société. D'accord, et si on devait enchaîner maintenant sur la troisième étape qui est G15, c'est ça? Non, avant G15, d'abord il y a GFI Transport. Il y a GFI Transport. En fait, ce qui se passe, c'est que mon associé, au bout d'un moment, ça commence à se passer. On commence à avoir un petit peu de chiffres. On a des tournées un petit peu stables. Là, ce qu'on arrive à faire, en fait, on a sur le même endroit, en fait, sur Chronopost, on a peut-être 6 chauffeurs, je crois, qui font le 6e arrondissement. Et à côté, chez TNT, on monte à 9-10 chauffeurs. Donc ça commence un petit peu à aller, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Là, ça devient rodé. Et du coup, lui, il me dit qu'il veut aller s'installer au Sénégal. Il va aller installer sa femme et ses enfants au Sénégal, il veut vivre là-bas et qu'il va venir toutes les 2 semaines. Je dis non, tu ne peux pas aller vivre au Sénégal, venir toutes les 2 semaines, à quel frais, comment tu vas faire? Et c'était lui le gérant. On était à 50-50, mais on a décidé de le mettre en gérant. Et donc, du coup, il commence comme ça. Donc, au début, il va au Sénégal. Pendant 1 mois, il installe sa femme. Mais il y avait beaucoup de respect entre nous. Et du coup, pendant les 1 mois, c'est moi qui suis en train de gérer. Donc, tous les problèmes, c'est moi qui les gère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le transport, c'est que des problèmes. C'est que des problèmes. Enfin, le taf du chef d'entreprise dans le transport, c'est comment est-ce que tu réagis face au problème. Ton camion il est en panne, les clients ne veulent rien savoir. Comment mes colis vont être livrés. Ton chauffeur il n'est pas là, eux ils ne veulent rien savoir. Tes sous-traitants gèrent. Si tu n'arrives pas à gérer, on te facture. Donc tu as ce souci-là tous les jours. Les horaires, ça va de 5 heures à pas d'heure. Donc je gère tout ça tout seul. Je gère ça tout seul, mais ça me sert d'expérience. Ça me sert d'expérience et lui, bon, il est de l'autre côté, il fait des rapports. À la fin du mois, il prend son argent. C'est pas grave, c'est le gérant. On l'a fait ensemble. Et voilà, ça commence à travailler un petit peu. Ensuite, il revient. Sa femme, elle est enceinte, donc je crois qu'il repart 1 semaine ou 12 jours après. Il repart.
Ah là, on continue un petit peu comme ça. Il revient, une troisième fois, il dit qu'il repart. Je lui dis, écoute, on s'assoit. On ne peut pas continuer comme ça. C'est de là qu'on a commencé à parler de s'arrêter. On a commencé à parler de s'arrêter. Moi, je lui ai dit, excuse. Après, il y a tout plein de petits trucs qui travaillent, parce que vous savez, avec le stress, avec le tout. Et de là, commence à mûrir dans ma tête l'idée de monter le truc tout seul. Compter sur personne, ne pas regarder derrière moi qu'est-ce que lui il a pris, qu'est-ce que lui il n'a pas pris. Les sacrifices, je ne veux pas que quelqu'un les fasse à ma place. Moi, je l'ai fait. Et voilà, je voulais faire mon truc tout seul. Donc de là, on discute. Quand on a commencé à vraiment arrêter, c'est quand on a perdu un des contrats. L'un des plus gros contrats, on l'a perdu à cause de cette gestion. Parce que du coup, quand lui il revenait, pour moi, lui, il allait gérer. Donc le matin, je ne me réveille pas, je ne vais pas, et lui, il ne va pas. Donc si tous les deux, on ne va pas, on se retrouve dans les problèmes. Et je l'appelle, je croyais que tu étais là, et voilà. Et donc, voilà, on se retrouve dans cette difficulté, plus des problèmes d'URSSAF, des problèmes de tout, parce que ici, c'est toujours le même problème. Il y a beaucoup, beaucoup de charges. Et on décide de regarder le truc. Voilà, on coupe l'apport. Moi, j'avais mis des sous de côté, je faisais d'autres trucs, donc j'arrivais à me débrouiller. Et de là, je me dis que je vais monter une société. Le petit contrat qu'il aurait, je vais le garder. Je vais monter une société. Lui, il avait des capacités, enfin, il avait une formation comptable. Donc, je lui propose d'être mon comptable. Je lui dis, je vais ouvrir une société, tu vas faire ma comptabilité. Tu es au Sénégal, voilà, je te fais ton virement chaque mois. Mais je garde le contrat qu'on a. Ok, on se met d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. On partage, tout se passe bien. Je monte la nouvelle société, mais là, je ne la monte pas comme la première. Parce que la première, ce qu'il faut savoir, c'est on a fait 1 an et demi, on n'avait que 2 camions. C'est-à-dire, on avait que 2 camions. On n'avait pas la possibilité d'investir parce qu'à chaque fois, on était ric-rac. Si moi, je prends mon salaire, il prend son salaire et qu'on paye tous les chauffeurs, là, on devient ric-rac. Donc, ce que je fais, déjà, quand je monte la première société, je rachète les 2 camions de la société. Je rachète les 2 camions de la société et je m'achète un autre camion. Ça fait 3. Donc je commence avec 3 chauffeurs. Là, j'étais prêt. Je mets l'apport qu'il faut. Là, je savais exactement tout ce qu'il fallait. Je savais les problèmes qu'on avait eus, je savais les problèmes qu'on a connus. Et je sais ce qui nous prenait l'argent à travers les locations, à travers le tout. Donc là, je commence directement par le concret. Je mets une rigueur, je mets tout ce qu'il faut. Et là, après, ça commence à partir. Et là, sur la première année, on est monté, et je sais pas, on a dû monter à 12 ou 14 chauffeurs, avec les camions à chaque fois. Et du coup, là, c'était plus pareil. On avait la trésorerie qu'il fallait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a lancé GFI Transport. Et voilà. D'accord. Au moment quand tu as repris l'affaire de GFI Transport, quand tu as commencé à chercher des collaborateurs, est-ce que tu as recherché en premier dans la communauté de Djaringué? Ou alors tu as recherché avant tout des compétences? En fait, moi, dans le transport, ce que j'ai fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Funali, la société qu'on avait en commun, j'avais recruté pas mal de personnes de la communauté de Jax, cousins ou quoi que ce soit que j'avais. Je les ai recrutés et à tort ou à travers, il y en a qui ont fait le taf, il y en a qui n'ont pas bien fait. Quand j'avais le secteur du 6e, c'est mon oncle qui était chef d'équipe. C'est-à-dire c'est mon oncle qui gérait le dépôt. Et pourtant j'avais beaucoup d'appréhension. C'est un oncle, je le voyais, enfin, il me dit il veut bosser. Je dis tu peux pas bosser dans la livraison. Il a presque l'âge de mon père, je le regarde. Et à chaque fois il me relance, je dis c'est pas possible. Du coup je le prends, et voilà, c'est lui qui faisait le boulot, il vient à 5h du matin, il gérait tout. C'est lui qui faisait qu'on pouvait être un peu plus tranquille. Et sur un autre dépôt, j'ai mis mon beau-frère, qui gérait aussi tout seul. Donc ça veut dire non, moi je n'avais pas cette appréhension à mettre des gens de la communauté qui se démerdaient bien, bien au contraire. Si vous tombez sur des personnes de confiance, ils vont le prendre comme si c'était leur propre société, et en général ça se passe bien. D'accord? Et pour le coup, est-ce que ça t'est venu naturellement de penser à des personnes de ta communauté? En fait, moi, avec la petite expérience que j'ai eue, j'étais toujours dans l'anticipation. C'est-à-dire que à chaque fois, je recherchais.
parce qu'il faut savoir qu'aussi les chauffeurs, c'est très 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 instable. Un chauffeur, il peut être là, s'il a mieux, ça y est, il est parti. Donc du coup, il faut le remplacer. Il faut le remplacer, et donc à chaque fois, j'essayais de chercher. Dès que j'avais quelqu'un, je le sentais bien, je le mettais. Je ne regardais pas les pieds, je ne regardais pas quoi que ce soit. C'est plus la personne en soi. Après, s'il est jack, c'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire que tu vas le mettre et que c'est tout bénéfique pour nous. Okay. Et si on passait aux compétences de base pour quelqu'un qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat, quel serait le kit, on va dire, de l'entrepreneur? Après, je pense que ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur et je pense que chacun peut avoir sa méthode. Chacun peut avoir sa méthode. Moi, parce que je sais bien comment moi je gère, je pense qu'il faut essayer d'avoir toutes les facettes. Il faut être gentil, il faut être méchant, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, c'est-à-dire que 1 euro c'est 1 euro, et ça il faut le faire comprendre le salarié. C'est-à-dire que, et c'est ce qui faisait la différence entre moi et mon associé, c'est que à chaque fois que les chauffeurs ils faisaient une connerie, grand, petit, costaud, quoi que ce soit, c'est moi qui retirais l'argent de sa paye de ces conneries. Et dès que vous touchez à l'argent, c'est des problèmes. Donc je me retrouvais dans ces situations-là. Mais quand il fallait rajouter aussi, je rajoutais. Et ouais, en termes de qualité, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de formule, il n'y a pas de formule secrète. Il faut juste être rigoureux sur tout. Il faut être rigoureux sur tout, il faut regarder tout. Il n'y a pas de petits détails. Il n'y a pas de petits détails, surtout ici en France, où au moindre faux pas, vous pouvez avoir des problèmes. Au moindre faux pas, vous pouvez avoir des problèmes. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un contrôle d'URSSAF. C'est-à-dire que tout le temps, il faut penser à déclarer les gars. On doit reverser la TVA, c'est compliqué. Il y a tout plein de trucs. Il y a les retraites, il y a pas mal de choses. Il y a les contrats, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà. Donc, sur ça, je ne peux pas vous dire exactement. Quelqu'un de gentil et de tranquille, il peut gérer une société de 120 personnes dans l'informatique. Il connaît un petit peu ses compétences. Et après, dans le transport, il faut être un petit peu costaud et il faut être derrière les gars. D'accord. Et en termes d'organisation, quelles sont toi tes routines de travail, ton style de management? Je pense que tu l'as un peu décrit, mais... Ouais, après, sur l'organisation, moi ce que j'ai essayé de faire, parce qu'à la base, ce qu'on faisait dans le transport, on était 1, 2 et on gérait tout. On avait un petit bureau, on gérait tout, enfin, on était partout. Et quand tu es partout, tu es nulle part. Des fois on tournait, des fois on faisait ça. Voilà, moi je me suis imposé une chose, c'est de ne pas tourner. Parce que tu ne peux pas être la tête dans le guidon et voir ce qui se passe autour de toi. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à pas mal déléguer, chose que j'avais du mal à faire. Donc j'ai délégué, ça veut dire sur chacun des dépôts sur lesquels je travaille, je mets une personne de confiance. Je mets une personne de confiance qui va gérer et qui va gérer tous les problèmes qu'il faut. Après, petit à petit, quand ça a commencé à se développer, là j'ai pu prendre une assistante. Après là j'ai pris une deuxième personne et là du coup, on commence à pouvoir déléguer. Une fois que tu commences à déléguer, que tu as bien géré les personnes, bah, tu te rends compte qu'il y a moins de trucs qui passent et c'est plus facile à gérer. D'accord. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus conceptuelle, on va dire. Après tout, la masterclass, c'est qu'est-ce qu'elle gagne. Grania, si fallait ça, qui va, il tombe, voilà, là, tu m'as mis, il va 500 euros, t'as 1000 euros, t'as. Qui t'es donc au Miragna. Parce que tu aurais pu très bien me dire que, mais comment ça se fait que mon père il est là, je gagne 1500 euros, il prend 500 euros, il prend 1000 euros. Ah non, pour moi c'était trop. Pour moi c'était trop. Je le voyais, c'était impossible. Je comprenais pas exactement ce qu'il voulait me faire comprendre, parce que c'est pas comme s'il était dans le besoin, hein. Mais il voulait me mettre dans le dur. Il voulait me mettre dans le dur, et dès le début. Dès le début, il voulait nous mettre dans le dur, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on se mette dans ce confort. Après,
aujourd'hui, je les remercie parce que je me contente jamais de ce que je peux avoir. C'est-à-dire que même quand je suis toujours dans cet esprit-là d'essayer de chercher plus. Et franchement, ça, c'est ce qui m'a inculqué. C'est ce qui m'a inculqué par rapport à ces extorsions. Après, c'est bien, c'est bénéfique pour lui. Si on peut apprendre et en même temps prendre, je pense que c'est tout bénéfique. Et tu ne penses pas que ça a été un peu bénéfique pour toi? Un peu Iran, on garde ça pour les Kobarako. Non, c'est vrai. Sur ce qui est du Monaco, je pense que c'est quelque chose de véridique. Que ce soit ton père ou ta mère. Après, bon, je pense que des fois ils vont un petit peu loin dans tout, mais c'est chacun qui le visualise un petit peu comme il veut. Donc moi je pense avant tout qu'il faut d'abord leur faire plaisir. Il y a la notion de Barako, c'est important, mais d'abord il faut essayer de leur faire plaisir. Je pense que comme ils disent, le simple fait moi souvent, ma mère, quand il se passe quoi que ce soit, elle dit tu vois, c'est le simple fait de lui faire plaisir. Je sais pas après si c'est. Mais en tout cas, ça joue un petit peu sur tout ce qu'il y a. Ça joue un petit peu sur tout ce qu'il y a. Donc il faut chercher et il faut donner. Ok. Et par rapport à la communauté Garanké, famille Siamane, ça Fofana Yula, Noba Yula, Gilasi Yula. Historiquement, il y a cet esprit du commerce au sein de la communauté Garanké. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un esprit entrepreneurial au sein de la communauté Garanké vivant en France, surtout au niveau de la diaspora? Je le vois petit à petit. Je ne dis pas que je l'ai vu avant, parce que je trouve pas qu'on avait... Après, nos parents, ils avaient peur d'investir ici. Je pense que culturellement, nos parents, ils avaient peur d'investir ici. On sait qu'ils ont eu de l'argent, ils ont gagné de l'argent, et la plupart sont retournés là-bas par peur de... Donc, on peut dire que ça a joué sur eux, et ça a peut-être un petit peu joué sur nous, parce que du coup, on part un petit peu dans l'inconnu. D'accord, moi, j'ai plein d'amis arabes, ils ont leur père qui ont déjà un commerce, qui ont déjà ça, donc ils vont sur les mêmes trucs, on part pas sur les mêmes bases. Après voilà, le challenge il est encore plus intéressant. Voilà, après ce que je peux dire c'est sur ce qui est d'entrepreneuriat, je pense que si n'importe qui, si tu es prêt à faire beaucoup de sacrifices, ça vaut le coup. En tout cas, ça marche avec beaucoup de sacrifices. Et c'est mieux, parce que, c'est mieux, non, je ne peux pas dire c'est mieux, parce qu'il y en a pour qui le travail, ça suffit largement, c'est la sécurité. Et t'en as d'autres qui ont cette adrénaline, si vraiment vous sentez que vous êtes capable, dans tout, je parle de la personne qui va vendre des foulards, à la personne qui va ouvrir un restaurant ou qui va faire quoi que ce soit. C'est la rigueur et l'expérience que vous allez mettre dedans. Est-ce que c'est dans Folako, le soutien de ta communauté, est-ce que c'est important pour toi? Le fait d'avoir une personne qui en quoi ça peut être important, le fait de soutenir une personne de sa communauté? Pour toi, est-ce que c'est important? C'est très important. Pourquoi? Je sais pas, vous regardez les Chinois, vous regardez les Juifs, n'importe qui, il a un commerce, et tout le monde va le suivre, tout le monde va acheter chez lui. Nous, on n'a pas forcément encore cette rigueur, mais je pense que ça va venir. Je pense que c'est plus on n'a pas forcément assez d'expérience dans ce domaine-là. Après, c'est quelque chose qu'il faut développer. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Il y a un petit peu de mentalité dedans, il y a un petit peu de tout. Des fois, il y a pas mal aussi de concurrence à certains étages. C'est rien. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut développer. Là où on est, je pense, je parle par rapport à la communauté Jax, dans l'entrepreneuriat, on
on est encore à la petite échelle. Et il faut qu'on essaie de s'imposer. Moi, enfin, dans ce qui est du transport, on n'est pas beaucoup de blacks à avoir un certain stade de chauffeur, un certain nombre de chauffeurs à gérer les sociétés. C'est-à-dire qu'après, ils sont étonnés quand ils nous voient à un certain niveau. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se batte, qu'on arrive à mieux s'organiser, qu'on essaye de gagner de l'expérience et utiliser chaque chose comme un tremplin. Alors, le but, c'est que vous interveniez aussi après la présentation de Mahmoud. Donc, du coup, si vous avez des questions, préparez-les en attendant. On va essayer de prendre une dizaine de questions. Et avant de conclure, parce qu'on va commencer à conclure parce que le temps passe, il y a une troisième société dont tu n'as pas parlé, qui est J-Cars. On va te laisser un petit moment promotionnel pour que tu puisses nous dire qu'est-ce que vous faites chez J-Cars et peut-être que les services pourront intéresser certains d'entre vous. En fait, J-Cars, c'est un garage que j'ai ouvert. Le problème, c'est qu'à force d'avoir des... Enfin, quand j'ai eu plusieurs camions, eh ben, je me suis souvent retrouvé au garage. Et je payais. Donc l'argent que je prenais là, je le remettais là. Et petit à petit, ce que j'ai fait, chaque fois que je vais au garage, je commence à regarder un petit peu partout. Je regarde un petit peu ses fournisseurs, je regarde tout. Je fais le tour à l'intérieur, je regarde. Et là, après, dans ma tête, je me dis, je vais ouvrir un garage. Donc du coup, en ouvrant le garage, je vais me facturer les prestations. Donc je vais payer exactement la même chose, mais c'est moi qui vais l'avoir. Après, si j'arrive à avoir d'autres clients à côté, c'est ce que je me dis, c'est tout bénef. Et du coup, le côté promotionnel, ça a commencé en tant que garage. Après, on l'a développé un petit peu. Donc je fais garage, donc entretien du véhicule, donc pour tous ceux qui ont des problèmes de pneus, de vidange. Parce que je sais que les femmes, vous laissez toujours tous les voyants s'allumer. Il n'y a pas que les femmes. Hein. Bon, il n'y a pas que les femmes. Donc si vous voulez éviter que votre voiture vous lâche, il faut faire un petit peu d'entretien. Donc on fait tout ce qui est lié à l'entretien. On vend aussi des véhicules, donc à des bons prix. Du coup, que ce soit la citadine, que ce soit la petite voiture, que ce soit la grosse voiture. On vend aussi ça, on vend des pièces. Donc toutes les pièces auto pour ceux qui ont des petits mécanos qui vont le faire. Et puis voilà. Ouais, c'est le petit côté promotionnel. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Donc c'est à Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine, après vous pouvez voir, je crois, on est visible sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Donc chez Cars, comme c'est écrit là. Et puis voilà. Alors pour ma part, si je devais conclure l'intervention de Mahmoud, au début quand il a commencé dans l'entrepreneuriat, c'était plutôt par un esprit de liberté, ne pas travailler pour quelqu'un. Et son père également qui le raquettait un petit peu. Et tout ça, ça lui a servi de moteur en tout cas pour se lancer. Et après, il y a une chose qui revient dans tous ces récits, en fait, c'est les différentes problématiques qu'il a rencontrées. Les problématiques qu'il a rencontrées, il les a transformées en opportunités. Du coup, moi, je pense que ça pourrait vraiment être un résumé de son intervention. Après, Baba, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. On va laisser le public intervenir. Ni question d'Emile, il y a un micro là. On peut déjà l'applaudir et on passe au deuxième. Des questions? D'où? Salam alaikum. Déjà, merci pour ton intervention et tes réponses aux différentes questions. Moi, j'ai une question. On est plusieurs aujourd'hui à vouloir investir au bled, par exemple. Dès qu'on va là-bas, on se dit ouais, c'est une mine d'or, etc. Il y a de l'argent là-bas, c'est plus facile, etc. Toi, tu as décidé d'investir en France, d'ouvrir ton entreprise en France. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu as hésité au début entre le bled et ici, et pourquoi tu as choisi la France, et si tu vois des avantages et des inconvénients dans les deux parties? Écoute, moi, au moment où j'ai monté ma société en France, je crois que j'étais allé une seule fois au bled, c'était en 2003. Donc du coup,
à l'époque, la question, elle ne se posait pas forcément. Après, en allant, un petit peu comme tout le monde, tu vois, j'ai vu pas mal d'opportunités. Et surtout avec l'expérience que j'ai acquis ici, bah, je commence petit à petit à essayer de faire des trucs là-bas. Donc on est au même stade. On est au même stade sur ce point. Je pense qu'on est au stade des projets, mais je pense que comme ici, je vais me lancer peut-être perdu et on va voir ce que ça donne. D'autres questions? Non? Alors, vous posez une question? Allez, allez. On n'est pas là pour avoir... Salam alaikum. Ouais, comme ça. Je voulais savoir, déjà, tu as un beau parcours, c'est bien. Merci. Franchement, tu as vraiment le mental. Parce que je sais que moi, j'avais pas tenu tout ça en tout cas. Je voulais savoir, à aucun moment tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'arrête? Non, franchement, sur ça, à aucun moment je me suis dit j'arrête. En fait, je partais dès le début dans l'inconnu. C'est-à-dire que je me suis dit, bah. Après, peut-être je serais à sec ou à zéro, j'aurais arrêté. Mais je sais pas, par A plus B, je me disais que j'allais continuer. Après, je suis toujours pas y arrivé. Hein. Moi, là où je suis, pour moi, j'ai pas atteint l'objectif. Vous savez, ici, en France, vous avez beau voir le nombre de salariés, vous avez beau voir le nombre de camions, c'est toujours fragile. C'est toujours fragile. C'est-à-dire c'est un combat de tous les jours. Je peux être là à discuter avec vous, dans 3 jours, ma société, elle est liquidée. Pourquoi? Parce que je peux avoir un contrôle fiscal, je peux avoir quoi que ce soit. Donc c'est un combat de tous les jours. Donc le combat, il a commencé hier, il continue. Demain matin, bah, je vais bosser et ça va continuer. Donc c'est un combat de tous les jours et on ne le lâchera pas. Et si celle-là, ça se fait, on sera aussi sur autre chose. Et l'idée, au fait, c'est de toujours essayer de rebondir. Quelqu'un d'autre a une question? Bonjour à tous. Alors moi j'ai une connaissance également qui a une société de transport sous-traitant et il a beaucoup de chauffeurs qui soit ils sont en arrêt maladie, soit ils arrêtent. Et bon, après les chefs d'équipe, il est débordé. Du coup, comment tu fais quand tu as des chauffeurs? Parce que j'ai pas tout écouté, désolée. J'étais un peu là-bas. Donc du coup, comment tu fais quand tu as des chauffeurs qui arrêtent du jour au lendemain? Tu as des tournées à faire? Enfin voilà. Ouais, donc justement, pour revenir à ce que tu dis, pour bien comprendre le truc, au fait, chaque chauffeur, il doit connaître un secteur particulier. Il va l'apprendre difficilement. C'est comme si un petit peu, si vous réfléchissez à votre quartier, toutes les rues, les sens interdits, tout, si vous connaissez bien votre quartier, là vous allez pouvoir être efficace et livrer beaucoup de colis en peu de temps. Donc ça veut dire un chauffeur qui connaît son secteur, c'est long. Donc au début il ne sera pas forcément rentable, mais le temps qu'il soit rentable, on va perdre de l'argent. Une fois qu'il est rentable, là on va commencer à être bien. Donc comme elle me disait, quand vous perdez un chauffeur ou quand un chauffeur n'est pas là, là vous avez des problèmes. Et donc ce que nous on essaye de faire, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de mettre les chauffeurs dans un confort maximal. Je ne peux pas les mettre dans un confort inconnu, mais voilà, leur donner de la stabilité. Pour pouvoir les garder, hein, déjà leur donner de la stabilité, un salaire intéressant, un camion dans lequel ils vont rester qui est assez propre, et des conditions de travail qui leur conviennent. Et ça tourne en moyenne autour de combien les colis que vous avez? Les colis, moi les chauffeurs, ils peuvent prendre 100 colis par jour. Il y en a qui vont prendre 100 colis, il y en a qui vont prendre 80. Ils vont les livrer, ils vont remplir le camion, et ils vont les livrer, mais 100 colis, quand vous connaissez bien le secteur, ça peut aller vite. 100 colis, quand vous connaissez pas le secteur, c'est 2 jours. D'accord. Parce que justement, dans cette société de transport, en fait, la communauté maghrébine, elle prône, tu vois. Donc du coup, pour les Africains, ils ont du mal à faire leur place.
Parce que justement, les Maghrébins, c'est qu'entre eux, ils sont beaucoup soudés, et malheureusement, nous les Africains, voilà, on voit peu de solidarité. Non, mais au-delà de la solidarité, c'est l'organisation. Ouais. Moi, quand je suis venu, j'ai vu, ce que j'ai vu dans un premier temps, c'est qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, ils ont un peu plus d'expérience, certes, mais ils sont organisés. Ils ont déjà le chef d'équipe, ils ont déjà les chauffeurs, ils ont les camions. Ils savent très bien ce que c'est, comment fonctionne le système. Donc ils en jouent. Ils ont un comptable qui peut être leur cousin. Ça se passe bien parce qu'ils sont rodés et qu'ils ont l'expérience. Et comme j'essayais de te le dire, l'expérience, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Et nous, le problème, c'est qu'on a tendance à confondre un petit peu le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce qu'une fois que l'argent va rentrer, on va se dire, ça y est, on va retirer ça, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Alors que l'idée, c'est de réinvestir jusqu'à ce que ce soit stable. Une autre question. Bonsoir à tous. Je voulais savoir, au bout de combien de livraisons ou de camions tu penses être rentable avec ton entreprise? Et sur combien de secteurs? En fait, nous, comment on réfléchit, c'est par camion. Par camion? Avec un camion, tu peux être rentable. Un camion sur... Avec un seul camion, tu peux être rentable. Enfin, rentable, après, ça dépend ce que tu veux. Mais rentable, tu peux te dégager un salaire avec un camion. Ok. Et après, ça dépend comment ton camion va tourner. Nous, on est payé au colis livré. Ah, voilà. Okay. C'est-à-dire que je peux charger 100 colis. Si j'en livre 50, on va me payer les 50. Et les 50 autres? Les 50 autres, tu n'es pas payé. Tu les représentes les vendeurs. Ok. Donc après, l'idée, toi, il faut que tu fasses un chiffre d'affaires qui double tes dépenses, c'est-à-dire la paye du chauffeur, l'essence, le prix du camion, tout. Tu dois tout rentrer dans les chiffres. Et une fois que tu as passé ton seuil de rentabilité, c'est-à-dire une fois que toutes tes charges sont passées, ce qui est au-dessus, ça peut être pour toi. Ok. Voilà. Et ah mince, j'ai oublié du coup. Non, c'est bon. Une autre question? Bonjour. Quand on parle de networking, moi j'ai une question. Est-ce que le réseau est très important dans ce secteur-là ou c'est un secteur qu'on peut intégrer, on va dire, sans connaître personne? Franchement, le réseau, il est très important. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, quand on a monté la société à deux, on était prêts, on venait de sortir la formation, tout était prêt dans notre tête, mais on n'avait pas de réseau. On avait monté des dossiers avec tous nos licences, tout, mais on ne regardait pas. Et j'ai senti la différence par rapport à quand j'ai monté la deuxième société. Là, quand je venais et que je leur expliquais que j'étais là, je connais telle personne, tout de suite, ça donne de la crédibilité. Et là, les contrats, ils se débloquaient beaucoup plus facilement. Donc après, quand je dis expérience, dans l'expérience aussi, il y a le réseau. Salam alaikum. Alors merci pour le partage d'expérience. Moi j'ai une question, c'est sur une étape bien précise de ce que tu nous as raconté, sur la partie GFI bâtiment. Suite à l'échec que tu as connu entre guillemets sur cette société-là, en fait moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé en fait entre GFI bâtiment et GFI transport. Au niveau juridique, est-ce que tu as été par exemple poursuivi? Est-ce que par exemple, parce que tu disais que tes charges étaient supérieures à tes dépenses étaient supérieures à ce que tu recevais. Du coup en fait, je pense que la plupart des gens, ce qui leur fait peur dans l'entrepreneuriat, c'est le fait c'est l'échec en fait. C'est le fait par exemple d'avoir peur de se faire poursuivre parce qu'on n'a plus de charges, on a trop de dépenses. En fait, je voulais savoir si c'était possible de nous expliquer en fait ce qui s'était passé suite à ton échec chez le bâtiment. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la société, c'est une personne morale. C'est-à-dire la société, une fois que vous l'ouvrez, c'est plus vous. Vous pouvez être le dirigeant comme quelqu'un d'autre peut être le dirigeant. Donc, je dirais pas tout, mais la plupart des échecs qui peuvent être liés à la société, ça restera la société. Au pire, vous allez risquer quoi? Une interdiction de gérance. D'accord? Donc moi, ce qui s'est passé sur GFI Bâtiment, pareil, j'avais cette peur de l'échec, c'est que je n'ai même pas fermé comme il fallait le fermer. Parce
je savais pas exactement. Quand ça va, on est là, mais quand c'est chaud, pareil, on se pose ces questions, on sait pas. Mais après, avec de l'expérience, une société, ça marche pas très bien. On essaye d'être à zéro et on ferme la société. Même si on est à moins, on peut toujours rembourser. Donc il n'y a pas de réel. Le risque, il n'est pas vraiment là. Dans le monde de la société, si tu te loupes, au pire, ta société, elle est fermée. Et on ne va pas te poursuivre personnellement, sauf si tu as pris un gros crédit et que tu n'es pas promotion. Pour moi, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Salam alaikum. Moi j'ai une question plus sur l'aspect apport financier. Donc une chose qui freine les entrepreneurs, ceux qui démarrent on va dire, c'est comment je vais faire pour apporter une certaine somme, sachant que dans certains secteurs il faut faire un gros apport quand même pour pouvoir s'y insérer. Donc toi là-dessus, est-ce que tu as des conseils, quelqu'un qui mène la vie de salarié et qui se dit ok demain j'ai envie d'entreprendre, mais comment je fais pour avoir cet apport et justement ne pas perdre mon salaire, que forcément peut-être que les 6 ou la première année tu vas pas pouvoir te verser de salaire. Comment tu le vis ça? En fait, ce qui est bien, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il y a un truc qui est mis en place. Donc essayer de t'associer avec quelqu'un qui peut être prêt sous condition que vous vous entendiez. Et voilà, après il y en a plein qui sont à la recherche d'idées. Hein. Il y en a qui sont à la recherche d'idées, ils ont les sous, ils cherchent que des gens qui viennent avec des bonnes idées. C'est-à-dire que tout le monde peut se trouver, je pense que ça peut être assez simple. Voilà. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Du coup, en tout cas, je voulais te féliciter parce que ton parcours il est super intéressant et motivant. Du coup, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle est ta vision en fait de la communauté Jax dans le domaine de l'entrepreneuriat, sachant que tu es entre guillemets une référence, j'ai envie de dire, parce que du coup, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Et du coup, quelle est ta vision en fait de notre communauté dans l'entrepreneuriat? Pour moi, notre communauté, elle a un gros potentiel. Elle a un gros potentiel parce que, vous savez, entre Jax, on se côtoie la plupart depuis qu'on est petit. Donc on a à peu près la même mentale, comme je le dis, et on raisonne de la même manière. Dès qu'on parle d'argent, on parle le même langage. Après, je pense que c'est plus au niveau du courage d'entreprendre et de la recherche de l'information, mais n'importe qui se lance en connaissant bien son domaine, je pense que ça minimise les risques et il y a de quoi faire. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire et le tout c'est de se lancer. Mais il ne faut pas voir grand tout de suite. Je pense que n'importe qui, si tu commences petit à petit, ça peut le faire. Merci Mohamed. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Moi j'aimerais conclure sur cette partie, c'est que comme il a dit, il n'y a pas de recette magique. Mais moi ce que j'aimerais dire c'est qu'il faut être persévérant. Il faut être prêt à ne pas avoir d'argent pendant certaines périodes. Comme il a dit, l'expérience est très importante. Il y a des secteurs d'activité où il faut avoir un minimum de compétences. C'est super essentiel. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et l'échec, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. C'est ce qui va... Il faut voir l'échec comme une réussite différée. Vous tombez, vous vous relevez, vous vous demandez pourquoi vous êtes tombé, comment vous êtes tombé, vous analysez et vous rebondissez. Comme je dis toujours, entre la médiocrité et l'excellence, c'est le détail qui fait la différence. Donc, cherchez toujours à être excellent. Surtout que nous, en tant que Djaranké, ça fait partie de nos valeurs. Karamoroba, il a été Karamoroba parce qu'il était dans l'excellence. Donc, je pense que même dans nos vies entrepreneuriales ou professionnelles, il faut qu'on cherche toujours cette excellence. En tout cas, il ne faut pas avoir peur. Il y a plein de dispositifs, comme il a dit. On est super bien encadré. Il ne faut pas hésiter à les poser des questions à des gens qui sont entrepreneurs, qui ont l'expérience. Et le réseau aussi, c'est très important. Le réseau, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes, en fait. Et les meilleurs entrepreneurs ne sont pas forcément des diplômés. On le voit très bien parce qu'aujourd'hui, en France, ils mettent plein de dispositifs pour les jeunes de banlieue, parce qu'ils savent qu'il y a énormément de pépites et ils ont besoin de ces pépites-là. Donc n'ayez pas peur, si vous avez besoin de vous lancer, lancez-vous. Nous, en tout cas, la fédération, on est là, on a un réseau.
professionnels, on a un réseau d'entrepreneurs, on est en train de préparer en plus une formation avec des professionnels pour pouvoir former ceux qui veulent entreprendre et qui veulent développer leur activité. Donc franchement, on est là pour vous. Merci à tous. Ceux qui veulent se restaurer peuvent aller se restaurer, on va faire une petite pause. Et puis qui veulent prier aussi, il y a des tapis de prière. Merci.